On va plutôt construire des allocations qui sont macro-résilientes et qui, plutôt que chercher à prédire les cycles, vont être préparées à tous les cycles. Il faut toujours revenir à sa motivation de base et ses objectifs. C'est quoi mon horizon d'investissement, c'est quoi mon objectif? Comme il n'y a rien de plus sûr que les frais qu'on paye, autant agir sur les frais. Comme ça, on se garantit une économie et un gain. Si tu mises que sur les actions et les obligations, en 2022, tu fais moins 12%. Il faut être très discipliné et il faut être convaincu que notre stratégie, elle est cohérente avec nos objectifs, avec notre horizon d'investissement, et que la pire chose qu'on peut faire, c'est de changer de stratégie en cours de route. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. La diversification, tout le monde en parle, mais dans les faits, beaucoup d'investisseurs restent encore concentrés sur l'immobilier ou sur la bourse. Et c'est logique dès qu'on commence à parler de private equity, d'assurance vie luxembourgeoise ou de dette privée ou de véhicules semi-liquides un peu obscurs, on se dit que c'est un truc réservé forcément aux ultra-riches. Et pourtant, il existe des solutions pour accéder à ces classes d'actifs, même avec un patrimoine intermédiaire, à condition d'avoir la bonne stratégie et les bons interlocuteurs. C'est tout l'objet de l'épisode du jour avec Kamil Mikolajczak, fondateur de The Wealth Office, un cabinet indépendant qui accompagne des familles avec un patrimoine financier compris entre 250 000 et 10 millions d'euros. Dans cette conversation, Kamil partage avec nous les 3 grandes erreurs sur la diversification que font 90% des investisseurs, les piliers de son approche All Seasons inspirée des family office, ce que l'on peut vraiment attendre du private equity, de la dette privée ou des SCPI, et comment n'exploiter que les points forts de ces classes d'actifs souvent décriées, et pourquoi, enfin, trop d'immobilier sans effet de levier peut devenir contre-productif dans un patrimoine. Tu vas voir, Kamil a une vision très claire et très concrète avec beaucoup d'exemples terrain et un vrai recul sur ce que font les grandes fortunes et ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur lambda pour s'en rapprocher. Bref, si tu veux faire travailler ton patrimoine plus intelligemment, sans chercher à timer le marché ou à courir après les modes, cet épisode est fait pour toi. Si tu veux recevoir un résumé des principaux apprentissages que l'on va faire sur cette conversation aujourd'hui et de tous les prochains épisodes, c'est sur ma newsletter hebdo que ça se passe. Tous les dimanches, j'y partage les ressources et les astuces les plus impactantes réalisées pendant la semaine. Tu peux facilement t'abonner sur investisseursavecindes40.com/nl comme newsletter. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur la diversification avec Kamil. C'est parti. Hello Kamil, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, ravi d'être avec toi. Bah moi de même, très content. On s'était croisés sur des Influencer Awards sur Paris. C'est ça, organisé par Amundi. Pour Amundi, c'était très chouette. Et du coup, moi je suivais beaucoup déjà ton contenu sur les réseaux notamment. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un angle à attaquer ensemble pour l'audience qui est sur mon podcast assez averti sur l'immobilier de manière générale, mais qui s'intéresse aussi à essayer de diversifier, d'aller une fois qu'on a créé du capital, où est-ce qu'on le place intelligemment et pas être full IMO. Je pense pas que ce soit un conseil que tu donneras aujourd'hui ou que je pourrais donner. Donc merci beaucoup d'être là. Écoute, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Kamil, j'ai 30 ans. Je suis le fondateur de The Wealth Office. C'est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne des familles et des entrepreneurs qui ont entre 250 000 et 10 millions d'euros d'actifs financiers et qui se trouvent dans ce que j'appelle la zone grise patrimoniale. C'est-à-dire qu'ils sont trop grands pour se contenter des conseils standards de banque privée, CGP un petit peu classique, mais pas assez importants en matière de surface financière pour intéresser les family office. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir travaillé en banque, j'ai un petit peu remarqué les inefficiences de ce modèle, les structures de frais un petit peu opaques, un conseil pas toujours personnalisé, une approche qui n'est pas très globale et qui est souvent en surface, des produits qui sont souvent maison et qui performent pas par rapport au marché. Et l'idée, c'était de créer un accompagnement qui réunit le meilleur des deux mondes entre ce que peut apporter un CGP avec sa proximité, la solidité aussi d'une banque, et par ailleurs la personnalisation, la possibilité de rémunérer à l'honoraire, la possibilité d'accéder à des enveloppes sophistiquées comme l'assurance vie luxembourgeoise, le private equity, etc., mais avec un ticket d'entrée plus accessible. Et tu l'as fait ce parti pris parce que pourquoi tu voulais pas aller au-dessus? Je pense que l'avoir compris, c'est parce que très concurrencé ensuite par les family office. En dessous, pourquoi c'est pas la même clientèle? Le constat, il a été le fruit de plusieurs années d'expérience parce que moi j'ai travaillé en banque privée en cabinet et en fait ce que j'ai remarqué c'est que
l'accompagnement prodigué par un family office. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, un family office, ça va être une équipe pluridisciplinaire, donc qui va être composée de conseillers en patrimoine, de fiscalistes, de juristes, de spécialistes en allocation d'actifs, en philanthropie, que sais-je, vraiment beaucoup de choses. Et ça va pas forcément être utile pour un patrimoine intermédiaire. Donc moi, j'établis entre 250 000 et 10 millions d'euros. En revanche, quand on va aller face à une banque privée ou un CGP, on va quand même avoir certaines particularités, certaines problématiques, certains enjeux qui ne vont pas être correctement adressés par ce type d'acteurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu me focaliser sur cette entre-deux, cette zone grise patrimoniale. Et donc moi, j'avais pas l'ambition de monter une structure avec très très peu de clients et beaucoup de collaborateurs, beaucoup de responsabilités, beaucoup de process, beaucoup de paperasse. Et j'avais pas non plus l'ambition de créer une structure qui doit faire énormément de volume, comment dire, et de vendre des produits très margés comme, je sais pas, le Pinel, les produits structurés ou autres, pour pouvoir être viable économiquement et surtout satisfaire cette clientèle qui est quand même assez exigeante. Donc c'est pour ça que on est vraiment arrivé sur ce concept de la zone grise patrimoniale et qu'on a créé un accompagnement vraiment dédié pour cette clientèle. Et aujourd'hui, sur le paysage justement en France d'accompagnement pour ce type de patrimoine, il y a quoi en fait en face En fait, il va y avoir effectivement certains cabinets en gestion de patrimoine qui, sans pour autant le dire frontalement, vont avoir cette particularité et l'expertise pour accompagner ce type de clients. Mais tout n'est pas forcément pensé autour de ça. Nous, aujourd'hui, notre clientèle, elle a entre 30 et 55 ans. Elle veut du digital parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle veut avoir de la transparence. Elle veut savoir qu'est-ce qu'elle paye et pourquoi. Elle veut que ce soit... Elle accepte de payer, mais elle veut pas que ça soit non plus 3 fois plus cher que ce qu'elle a en ligne. Elle veut que ce soit quand même compétitif. Et surtout, elle veut accéder à des solutions très sophistiquées qu'elle retrouve pas par ailleurs sur les plateformes en ligne ou sur les banques. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est spécialisé. Et aujourd'hui, je pense que, ouais, il y a certains CGP qui font très bien ça. Il y a plusieurs cabinets, mais c'est vraiment une très grande minorité. Enfin, c'est vraiment minoritaire dans le paysage. Et la plupart des cabinets vont proposer les mêmes choses, les banques aussi. Il faut vraiment arriver au stade au-dessus, donc le family office, pour voir une vraie différence dans les conseils qui sont apportés. Ouais. Ok. Je voulais te proposer de parler un peu justement de diversification de manière générale. Et peut-être l'angle aussi qui sera intéressant de voir là-dedans, c'est au travers justement de peut-être des outils qui sont disponibles à certaines catégories de personnes, justement, à certains clients, et qui sont méconnus d'autres, juste parce que l'interlocuteur en face qu'ils ont classiquement en face n'a pas du coup les outils, tu vois, typiquement. Et c'est un peu dommage, peut-être qu'il y a il y a peut-être une asymétrie d'information là-dedans sur le CGP. Ouais, plus qu'une asymétrie d'information, c'est une question de modèle en fait. C'est-à-dire que quand on prend des petits patrimoines, on a besoin que le temps soit rémunéré pour que ce soit rentable. Et donc on peut pas se diriger vers certaines solutions qui sont peu rémunératrices mais intéressantes pour le client. Et à contrario, quand on a fait un volume d'affaires qui est basé sur des patrimoines plus importants, on peut se le permettre parce que au final, à la fin, en chiffre d'affaires, c'est intéressant. Donc avec plaisir pour parler de tout ça. La question première, c'est quand en fait on doit s'interroger de diversifier. Tu vois, est-ce que il faut le faire dès le début? Est-ce que c'est pas contre-productif au début parce que non, il faut déjà créer sur un pôle, tu vois? Alors c'est une très bonne question. Et je pense que la question de la diversification, elle est souvent mal abordée, puisque moi les questions qui reviennent souvent en rendez-vous, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir en bourse? Est-ce que les SCPI de bureau vont remonter? Ou en général, c'est quoi la classe d'actifs la plus rentable? Le problème de ça, c'est que ça tient pas du tout compte de la situation de la personne et de ses objectifs. Donc nous, généralement, pour répondre à ta question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter une grille de lecture à 4 dimensions. Ça va être, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux valoriser ton capital et faire jouer les intérêts composés sur le très long terme pour préparer ta retraite? Est-ce qu'à contrario, tu veux générer des revenus dès demain? Ou est-ce que tu veux, à tout prix, préparer ta transmission? Donc ça, c'est les objectifs qu'on va avoir. Ensuite, ça va être l'horizon d'investissement. Est-ce que pour ça, on a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans devant soi? Ça change vraiment la donne, et par rapport notamment au niveau de risque qu'on va être capable de prendre. Ensuite, il va y avoir la liquidité. Forcément, c'est par rapport à tous ces investissements qu'on va faire, quelle part du patrimoine je dois pouvoir disposer à tout moment, et quelle part du patrimoine je dois pouvoir disposer dans des délais corrects, peut-être 1 trimestre, 2 trimestres. Et qu'est-ce que je peux à contrario bloquer sur 10 ans, si c'est intéressant dans ma stratégie. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment la tolérance au risque. Parce que faut se poser la question, si demain mon patrimoine fait moins 30%, est-ce que je vais dormir correctement la nuit? Si c'est pas le cas, j'ai pas une stratégie, j'ai une bombe à retardement en fait. Et en fait, on va vraiment creuser sur tous ces aspects et on va être capable ensuite de dire au client quoi faire, c'est-à-dire comment répartir son patrimoine sur les différentes classes d'actifs, dans quelle proportion, mais également via quelles enveloppes fiscales par rapport aux différents
objectifs, puisque choisir la bonne enveloppe, loger le bon actif à l'intérieur, ça peut faire une très grande différence. Donc pour résumer, diversifier, il faut le faire dès le départ, c'est essentiel. Sectoriellement, géographiquement, c'est logique. Après, les différentes classes d'actifs, il y en a beaucoup. Ça va pas forcément être intéressant de les ajouter tout de suite à sa stratégie. Certaines vont être vraiment le cœur de la stratégie, dans les premiers piliers, et certaines vont venir plus tard pour perfectionner l'allocation et venir rajouter des briques qu'on n'aurait pas intérêt à ajouter tout de suite, par exemple. Tu dirais que le point de départ, du coup, c'est par rapport à la liquidité, c'est vraiment de se poser la question combien j'ai besoin pour vivre. Non seulement combien j'ai besoin pour vivre cette année, par exemple, c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Et puis, en deuxième niveau, peut-être quelles sont les dépenses un peu exceptionnelles, entre guillemets, je sais pas, acheter une voiture ou un truc, qui peuvent... Oui, c'est des conseils qui reviennent assez souvent. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va diviser le patrimoine du client en 3 poches. Une poche court terme qui va servir à tout ce que tu viens de décrire. Donc, c'est vraiment pour donc prévoir l'imprévu, donc l'épargne de précaution. Donc, c'est pour, je sais pas... se rassurer psychologiquement si on a un pépin de santé, qu'on peut plus travailler, si la voiture tombe en panne ou je sais pas. Donc là, c'est vraiment de l'argent qu'on va pouvoir mobiliser tout de suite. Ensuite, on va avoir la poche moyen terme, projet. Donc c'est plutôt la poche pour l'achat d'une résidence principale, où on sait que, je sais pas, entre 3 et 5 ans, on va vouloir acheter une résidence principale, ou pour financer les études des enfants, qui là aussi arrivent dans un horizon assez moyen terme. Et là, on va pouvoir prendre un tout petit peu plus de risques sur le court terme, chercher un peu plus de rendement, mais on doit être sûr que, au terme donné, le capital sera là. Il n'y aura pas de risque de perte majeure. Et enfin, on va avoir vraiment la poche long terme. Ça va être vraiment le cœur de la stratégie. C'est vraiment là où on va venir diversifier sur différentes classes d'actifs. Et le but, ça va être d'aller chercher un maximum de rendement tout en respectant le profil de risque du client. Et l'objectif, c'est que ces 3 poches fonctionnent de manière totalement autonome et qu'elles soient calibrées pour répondre à leurs objectifs. C'est-à-dire que, en fait, la poche long terme, une fois qu'elle est en place, il faut surtout plus y toucher. La poche moyen terme, on peut parce qu'elle est assez flexible, et la poche court terme, elle est faite pour ça, elle est faite pour justement ajuster au quotidien. Mais l'idée, c'est que ces 3 poches soient bien distinctes, bien claires dans l'esprit et dans la stratégie du client, et qu'on n'essaye pas justement de les faire se chevaucher, et ce qui pourrait mettre à mal la stratégie long terme sur laquelle beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent en achetant, en vendant au mauvais moment, etc., en étant trop en proie avec leur psychologie. Ouais, complètement. C'est la grosse source de perte, surtout, c'est la psychologie et le fait qu'on prenne des actions qui sont contre l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Dans les faits, l'ajustement, peut-être plus entre moyen et court terme, parce que le long terme, on a vu, ça ne s'ajuste pas, mais c'est à quelle fréquence qu'il faut penser à ajuster peut-être tous les besoins qu'on a? Tous les ans, on se fait un petit point ou c'est... Ouais, non, en fait, c'est vraiment par rapport à son train de vie et ses revenus. C'est-à-dire que la poche court terme, il y a 2 aspects. C'est combien il me faut pour que je me sente à l'aise psychologiquement, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il ne faut pas non plus tomber sous les dictates des podcasts, etc., qui vous disent c'est 6 mois de salaire, etc. Chacun est différent. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de cash, j'y reviendrai, je pense, parce que ça coûte cher sur le long terme. Mais du coup, il faut s'écouter soi-même. Et puis, il faut également le faire en fonction de la réalité économique, c'est-à-dire est-ce que je suis célibataire, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que je suis entrepreneur ou salarié, est-ce que je suis propriétaire ou pas. Et c'est ça qui va faire qu'on va vraiment savoir déterminer le montant de son épargne de précaution. Et moi, je conseille de ne pas l'ajuster, sauf justement s'il y a un événement style naissance d'un enfant, où je passe de salarié à entrepreneur. Donc, parce que plus le risque, plus l'incertitude devient importante, plus l'épargne de précaution doit nous permettre de nous rassurer sur le court terme. Mais il n'y a pas besoin d'abonder cette poche chaque année si rien n'a changé dans ta vie, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler peut-être des supports, justement, sur ces 3 différentes poches, celles qui sont les plus adaptées, peut-être, ou qui sont conseillées ou adaptées en fonction? Oui. Alors là, c'est des choses qui sont assez communes. Sur le court terme, ça va être principalement les livrets d'épargne réglementés, donc livret A, LDD, donc ça va rapporter entre 2 et 2,5%. Ça va généralement être au niveau, voire en dessous de l'inflation. Là, le but, c'est clairement pas de valoriser, c'est juste de préserver à minima, voire de pas trop perdre. Ensuite, sur le moyen terme, ce que nous, on va conseiller, c'est les assurances vie en fonds en euros. Donc, généralement, ça va rapporter 2,5%. Ça, c'est vraiment si on pense que la poche court terme, elle n'est pas assez abondée par rapport à ses besoins. Ça va être également les fonds monétaires, donc les SICAV monétaires, qui vont pas rapporter beaucoup plus que les livrets, mais qui vont avoir l'intérêt d'avoir un plafond qui va être plus élevé. Et enfin, pour la poche de liquidité où on veut de la sécurité, mais on veut quand même plus de rendement et on a un peu plus de temps devant soi, tout ce qui va être obligation datée, donc sous format ETF obligataire daté ou fonds obligataire daté. Donc là, le principe, c'est qu'on va avoir un rendement plus élevé, entre 3,5 et 4%, mais par contre, pendant la durée d'engagement, on va avoir un risque de perte en capital si on retire l'argent. Quand les taux augmentent, la valeur va baisser. Quand les taux baissent, la valeur va augmenter. En revanche, si on tient son cap jusqu'au terme qui a été celui du placement, donc ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans,
sauf s'il y a une vague de défauts majeure sur le marché obligataire, on est quasiment sûr, avec la mutualisation du risque et les coupons qui vont être payés, de récupérer son capital plus le rendement moyen du portefeuille. Donc c'est ça les 3 grandes solutions qu'on va retrouver pour cette poche. Et ça, tu penses que si on est justement dans le haut de l'enveloppe sur le moyen terme, en termes de le meilleur rendement, on va dire, pour un truc safe, super secure, c'est ça dont tu parles? Ouais, c'est 3,5-4%. Ouais. Après, il y a moyen d'aller chercher plus sur le marché, les marchés obligataires américains, mais là, vous allez porter un risque de change. Et ce risque de change, justement, l'actualité nous le rappelle, c'est que finalement, vous avez beau aller sur du dollar pour aller chercher peut-être 5,5% de rendement sur de l'obligation, mais si le dollar baisse de 9%, ce qui s'est passé là depuis le début de l'année, vous finissez avec une performance négative de moins 4, moins 4,5%. Vous aurez mieux fait de rester sur les obligations en euros à 3,5%. Donc ça va falloir vraiment jauger par rapport à si son exposition sur les devises, si on a envie d'avoir du dollar, du franc suisse, de l'euro et qu'on accepte les fluctuations, ou si à contrario on préfère rester en euros pour pas avoir de risque de change. Ouais, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Et sur le long terme, c'est quoi les... Alors c'est là où justement un conseiller en patrimoine va déployer toute son expertise, parce que le but de l'allocation long terme, c'est de permettre de maximiser le rendement tout en respectant le budget de risque que le client nous a donné. Et pour ça, en fait, on va s'appuyer sur une architecture, en interne en tout cas, qu'on a créée, donc, qui s'appelle l'architecture All Season, qui est directement inspirée des principes de Ray Dalio et des grands family office. Mais on l'a adaptée pour qu'elle soit plus accessible au patrimoine intermédiaire. Mais en fait, c'est la même idée. C'est qu'au lieu de prédire les cycles économiques et d'essayer d'avoir un coup d'avance en spéculant, chose qui ne marche pas, je préfère le dire, sinon on serait tous milliardaires si on savait comment, quand et à quelle proportion, dans quelle proportion investir en actions parce que ça allait monter ou à contrario quand est-ce qu'il faut se retirer parce qu'il va y avoir une crise, on serait tous riches. L'idée c'est qu'on n'a pas ce pouvoir, donc on est assez humble par rapport au marché, donc on va plutôt construire des allocations qui sont macro-résilientes et qui plutôt que chercher à prédire les cycles vont être préparées à tous les cycles. Et donc dans l'idée on va s'appuyer sur 8 classes d'actifs, les actions, le private, je sais pas si tu veux que j'explique chacune d'entre elles. Ouais, ok. Donc les actions, ça va être clairement le moteur de performance principal et c'est clairement la classe d'actifs aujourd'hui la plus accessible pour tous les patrimoines. On peut y accéder simplement via des ETF à bas coût avec une diversification géographique et sectorielle. Donc ça va être vraiment le moteur de performance du portefeuille puisqu'il va directement, les entreprises vont directement profiter de la croissance économique. Par contre, en période de récession et en période de forte inflation, les actions vont être mises à mal. Donc sur le long terme, c'est une classe d'actifs sur laquelle on espère un rendement, mais pendant ce temps-là, il va y avoir des secousses sur les marchés et il faut pouvoir les accepter. Pour tempérer un peu ce risque, on va rajouter, pour les clients qui le peuvent, en fonction de leur patrimoine, du private equity. Donc le private equity, c'est des actions mais qui ne sont pas cotées en bourse. Le principe, c'est qu'elles sont moins volatiles, qu'elles ont des logiques de valorisation et de création de richesse qui sont différentes que celles des actions cotées. Par contre, c'est moins liquide. Donc on ne va pas tout miser dessus et on va trouver le bon dosage par rapport au souhait du client de réduire sa volatilité, mais également du temps qu'il a devant lui pour justement permettre à la classe active de déployer tout son potentiel. Donc ça va vraiment être ce qu'on va mettre sur la partie action. Les actions cotées en bourse, c'est le private equity. Et les deux, est-ce qu'elles ont une sorte de dynamique commune? C'est-à-dire on parie sur l'économie finalement réelle, quoi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les deux sont pas décorrélées. Elles sont corrélées, mais pas à 100%. En fait, ce qu'on va observer sur le private equity, c'est que finalement, on va être sur des tailles d'entreprises différentes. On va avoir des logiques de valorisation différentes et on va avoir surtout une logique de création de valeur par l'accompagnement financier, mais surtout l'accompagnement stratégique. C'est-à-dire qu'une entreprise cotée en bourse, sa valorisation, elle reflète déjà son potentiel. C'est-à-dire qu'elle est déjà au prix que le marché veut bien lui donner. Donc, généralement, les GAFAM sont très chers. Les entreprises, de l'ancienne industrie vont être très peu valorisées. Dans le private equity, en fait, ça va vraiment être une valorisation par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux bénéfices, par rapport à la croissance. Et le bon fonds, qui a l'expertise pour accompagner cette boîte, va injecter de l'argent, mettre au bord des experts pour mettre en place une restructuration stratégique, développer la société, faire croître son bénéfice et la revendre plus cher à un autre fonds, l'introduire en bourse ou la revendre à un concurrent du même marché dans un autre pays et qui voudrait s'étendre stratégiquement sur le pays où se trouve l'entreprise qu'on a achetée. Donc ils sont pas décorrélés, ils répondent aux mêmes dynamiques. En revanche, c'est pas les mêmes secteurs, c'est pas les mêmes tailles d'entreprise et surtout on n'a pas les mêmes niveaux de valorisation, ce qui permet en fonction du contexte d'être potentiellement avoir quelque chose de moins risqué que les marchés cotés, mais avec moins de liquidité comme je l'ai dit. Donc, et tu considères du coup que c'est moins risqué le private equity? En fait, en termes de volatilité, c'est moins risqué parce que justement, comme il n'y a pas une valorisation quotidienne et que la valorisation, elle dépend de critères financiers, on va dire que le contexte politique, le contexte monétaire va avoir moins d'impact, même si on a un, bien entendu, ça va se refléter dans les chiffres de la société, mais on va moins avoir cet effet panique quand il y a une annonce où les cours des entreprises chutent, etc.
ça va vraiment être très intrinsèque en termes de valorisation. C'est-à-dire que dans un même secteur, on peut avoir une boîte qui performe très bien et qui se valorise très bien, et d'autres boîtes qui vont être beaucoup moins valorisées. Alors sur les marchés cotés, généralement, quand un secteur souffre, on a toutes les valeurs du secteur qui sont impactées, pas dans les mêmes proportions, mais quand même. Ouais, je comprends ton point de vue, ouais, parce que moi je le voyais de l'autre côté, dans le sens où c'est un peu la boîte noire, le private equity. C'est le cas, en réalité. Tu prends un peu un pari, voilà, plus risqué. Ouais. En fait, quand je parle de private equity, je parle pas d'investir dans des startups. Ouais, c'est ça, en tête. Ouais. Le private equity, en fait, c'est du non-coté, c'est des entreprises qui sont pas cotées sur les marchés. Et on va avoir plusieurs stades. On va avoir donc les startups, ce qu'on appelle donc le venture capital ou le capital risque. On va ensuite avoir les sociétés de croissance, donc les sociétés qui sont proches de la rentabilité ou qui l'ont déjà atteint et qui ont prouvé leur concept économique et qui lèvent de l'argent pour se développer massivement. Et ensuite, on a le segment sur lequel nous on va se concentrer, c'est ce qu'on appelle le LBO, le capital transmission. C'est des sociétés qui sont déjà rentables, qui font déjà des centaines de millions, voire plusieurs milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices, et qui vont être achetés par des fonds, non pas pour faire un x10, un x15, au risque de tout perdre, mais pour faire x2, x3 grand maximum, en mettant les bonnes personnes au board, en prenant les bonnes décisions, et en ajoutant le capital pour faire passer la société au prochain stade, en fait. Là, déjà, on n'est pas sur la même typologie. Voilà. De ce que l'idée, c'est qu'en fait, ces fonds-là, c'est très difficile d'y accéder quand on n'a pas un certain capital, et donc nous, en fait, notre travail, ça va être de donner une taille critique à nos clients en les groupant, en leur donnant ce poids, et en parlant directement à des fonds en direct pour avoir accès aux mêmes solutions qu'on aurait si on était soi-même un investisseur institutionnel, et sans toute la complexité que ça peut représenter, que ce soit en termes de tickets d'entrée ou de gestion des appels de fonds. On va vraiment simplifier tout ça avec des fonds dédiés pour nos clients. Ok, donc c'est via des fonds dédiés, il y a un minimum quand même, un ticket d'entrée. Alors en fait, c'est assez bas, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains fonds vont avoir des tickets d'entrée à 10 000, 20 000 euros. Mais parce qu'en fait, on a cette taille critique qui a été permise par le regroupement des clients du cabinet, mais aussi de tous les autres cabinets de France qui travaillent avec les mêmes compagnies d'assurance vie luxembourgeoises. Et donc le fonds, finalement, comme il reçoit la souscription de la compagnie d'assurance, il accepte avec un minimum plus faible parce qu'on a déjà un encours qui est à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions sur le fonds. Ouais, ok. Il y a un véhicule qui agrège ensemble. Ok. Donc ça, c'est le private equity. Donc ça va être vraiment les actions de private equity, ça va être le moteur de croissance, ça va être les classes actives finalement qui vont être les plus risquées. Ensuite, on peut être prêteur d'une entreprise, donc on peut ne pas rentrer au capital, mais on peut lui prêter de l'argent et aussi bénéficier de son potentiel. Et là-dessus, nous, ce qu'on va rajouter comme classe active, en troisième classe active, c'est la dette privée. Donc la dette privée, c'est comme les obligations, sauf que c'est pas coté en bourse. Le principe, c'est que vous avez une entreprise qui veut se développer, donc qui veut racheter une cible, qui veut financer sa croissance organique, qui veut restructurer son bilan, et qui, au lieu d'aller voir une banque, qui va pas être assez réactive, qui va pas vouloir prêter une somme trop importante, ou qui va demander des garanties trop restrictives, on va aller voir un fonds de dette privée qui va structurer sur mesure un financement et qui, à l'image d'une banque, va proposer un taux d'intérêt, des garanties, prêter de l'argent à la société et avoir un droit de regard sur la gouvernance et la gestion de la société pour justement s'assurer que le prêt sera remboursé correctement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est des rendements qui vont être généralement 2 fois plus importants que ceux du marché obligataire, puisqu'on va aller chercher des rendements qui vont être généralement entre 4 et 6 points au-dessus des taux directeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux directeur de la zone euro, il est environ à 2%. Donc c'est le taux, donc c'est l'Ester, le taux auquel se prêtent les banques quotidiennement. Et donc la dette privée européenne aujourd'hui va rapporter autour de 7%. D'accord ? Donc l'intérêt, c'est que quand les taux sont à 0, on va avoir un rendement à 4,5. Quand les taux sont à 3, on va avoir un rendement à 8. Donc en fait, on est quasiment toujours rémunéré entre 4 et 5% au-dessus de l'inflation. Ouais. Chose qu'on ne fait pas comme exercice quand on regarde le rendement brut des classes actifs. On ne retraite pas de l'inflation, on dit ça rapporte 5, 6%. Mais en fait, on n'a pas déduit l'inflation qui est peut-être à 3%. Ouais. Là, la dette privée, c'est toujours un taux variable avec une base qui est corrélée directement à l'inflation et au taux directeur et une prime de risque qui vient genre bonifier le rendement pour l'investisseur. Mais du coup, on est complètement hedgé. Il y a de la variabilité. Elle vient d'où la variabilité ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le taux va être variable, mais uniquement en faveur du fonds et pas en faveur de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va emprunter avec un taux qui va être figé au moment de l'emprunt. Donc, on ne peut pas descendre en dessous de ce taux. C'est floré, on dit qu'il y a un plancher. Par contre, si les taux directeurs augmentent, pour préserver les intérêts des investisseurs du fonds, le taux, lui, va suivre la pente des taux directeurs et de l'inflation. Donc, c'est vachement intéressant parce que on verrouille en fait une rémunération de l'argent, qui est la prime de risque. La rémunération minimum, c'est juste le taux directeur de la zone euro ou des États-Unis, ça dépend où on se trouve. Donc, on est sûr que notre argent va rémunérer à minima à ce taux-là. Et en plus, on a une prime de risque qui va apporter l'alpha. Donc, on est toujours rémunéré à la hauteur de la prime de risque. Attention, bien entendu, s'il n'y a pas de défaut de remboursement sur le fonds et que tout se passe bien. Là, je parle dans le meilleur des mondes. Donc, le principe, c'est toujours pareil, c'est qu'on va sélectionner des fonds qui sont performants, qui ont un track record éprouvé, qui ont une diversification qui est importante. On va se focaliser uniquement sur ce qu'on appelle de la dette senior.
ou de la dette unitranche. Donc la dette senior, c'est la dette où on est en premier rang, c'est-à-dire que s'il y a un problème, si l'entreprise a un défaut de paiement, on est les premiers à être remboursés, on passe avant les créanciers de deuxième ou de troisième rang, donc qui eux vont passer après nous, qui auront un meilleur taux d'intérêt, mais qui vont supporter un risque plus important. C'est comme avec les banques, avec hypothèque de premier rang, hypothèque de deuxième rang, etc. On préfère toujours être en premier rang. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on va uniquement aller sur ce qu'on appelle de la dette senior sécurisée. Alors, en anglais, on dit secured, mais moi, je préfère dire collatéralisée, c'est-à-dire où il y a des garanties en face. Par exemple, on va nantir des actions de la société, on va nantir des actifs immatériels, comme des brevets, je sais pas, un logiciel, des créances, ou on va hypothéquer des biens immobiliers. Et généralement, les fonds qu'on va sélectionner vont avoir un ratio d'endettement d'environ 40% par rapport à la valeur des garanties qui sont prises, ce qui fait que s'il y a une difficulté de paiement, on a normalement largement de quoi prévoir. Donc l'endettement, c'est seulement 40% de la valeur du collatéral. Exactement. Ok. Et il n'y a pas de marché de mezzanine alors, de dette mezzanine. Si, il y en a, mais nous, on va pas se focaliser dessus. On va avoir effectivement la dette mezzanine et on va avoir la dette junior. Donc la dette junior va être la dette de dernier rang. La dette mezzanine va se retrouver entre la dette senior et la dette junior. Et nous, on va se focaliser en fait sur la dette senior parce qu'on considère que le couple rendement risque est plus intéressant, tout comme on considère que le couple rendement risque sur le marché du LBO, il va être meilleur que sur celui du venture capital. Parce que nos clients, c'est pas des grandes fortunes qui ont 100 millions, 300 millions à investir. Ils peuvent pas se permettre de faire 0 sur une position pour faire x5 sur une autre. Ils veulent que leur patrimoine se valorise durablement en fonction des cycles économiques et pas que ça soit une bombe à retardement. La vraie, on va dire, source d'inquiétude ou de préoccupation en tout cas de l'investisseur là-dedans, j'ai l'impression que c'est vraiment le défaut alors du coup. Ouais, et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que les meilleurs gérants en dette privée ont des taux de défaut qui sont inférieurs à 1%. C'est-à-dire que sur 100 positions, il y a 1% du capital qui va pas être remboursé. Mais ça s'exprime uniquement en termes de capital prêté, pas en termes d'intérêt. Donc en fait, on a les 99% du capital qui sont remboursés, les intérêts liés à ces 99%, et on a également les intérêts des 1% qui ont fait défaut qui sont payés aussi potentiellement. Donc si la mutualisation est bonne, si la sélection est bonne, si les garanties sont bonnes, un fonds de dette privée ne perd pas d'argent. Il peut y avoir des années où qui sont un petit peu moins bonnes, mais si on regarde en arrière, donc le track record des meilleurs gérants de dette privée, c'est des rendements qui oscillent entre 5 et 7% selon les cycles économiques. Ouais, c'est bien, franchement, c'est 5-7 pour le niveau de risque, encore une fois, qui est vraiment très très bas. Qui est par rapport à des actions cotées en bourse, qui est beaucoup plus bas, effectivement. Après, il y a un risque quand même plus important que sur du fonds euro, des obligations investment grade, voilà. Et la liquidité est pas top, j'imagine, sur ça. Alors ça dépend. Nous, c'est pas un aspect que j'ai développé, mais en fait, parce que nos clients souhaitent de la flexibilité avant tout, et surtout qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour mettre 1 million dans un seul fonds, en fait, on va les faire entrer sur ce qu'on appelle des véhicules semi-liquides. Ce sont des véhicules, en fait, qui ont une liquidité du capital qui va être mensuelle ou trimestrielle, et qui sont déjà investis dans des centaines de positions, voire même des milliers de positions pour les plus gros fonds. Et donc, les clients vont pouvoir rentrer et sortir librement en fonction de leurs besoins, sous réserve que le fonds ait les liquidités nécessaires pour le faire. Donc, soit il a une poche de liquidité, c'est légal, c'est le cas. Soit aussi, c'est au gré de la rotation du portefeuille. Par exemple, la dette privée, tous les mois, il y a un remboursement d'une partie du capital, un remboursement d'intérêt. Et donc, s'il y a des gens qui veulent en sortir, au lieu de redéployer ces positions dans le fonds, le fonds va permettre de rembourser les investisseurs. Donc, nous, on va plutôt privilégier ce format de fonds-là, qui va permettre aux clients d'avoir l'intérêt des actifs non cotés, sans le ticket d'entrée à plusieurs millions d'euros, mais avec la flexibilité des marchés cotés. Et il n'y a pas ce phénomène de s'il y a une panique par exemple sur un secteur ou quoi, parce que les noms, effectivement, même si t'es pas coté, tu peux avoir des grosses PME régionales dont on entend parler que ça va mal, etc. Les gens veulent sortir tous d'un coup, problème. Alors en fait, un fonds de private equity, il vendra jamais une société parce que ses investisseurs veulent en sortir. En fait, un fonds de private equity, il a pris un engagement fort qui est celui de rentrer dans une société, donc avec une promesse de résultat, pas de garantie, mais une promesse de résultat. Et donc, il va tout faire pour y arriver. Et donc, le contrat, c'est que les investisseurs doivent accepter ce que ça implique. Les contraintes de liquidité, l'horizon d'investissement, etc. Et en contrepartie, ils accèdent à des sociétés qu'ils n'auraient pas pu trouver sur les marchés cotés, à l'expertise d'une société de gestion qui a fait ses preuves. Si tout le monde voulait sortir d'un fonds semi-liquide non coté, en fait, ce qui se passerait, c'est que le fonds utiliserait sa poche de liquidité, utiliserait ensuite les cessions d'actifs qui étaient naturellement prévues par le fonds. Ça ne sera pas vendu à la demande des clients, ça sera les cessions d'actifs naturelles pour rembourser les clients. Et s'il y a plus de demandes de retrait qu'il y a de demandes de souscription ou de capacité à rembourser les clients, il y a un phénomène de gate, de file d'attente qui va se créer, où les gens vont être, au gré de la rotation naturelle du portefeuille, être remboursés. Ouais, tout simplement. Pour protéger aussi leurs intérêts. Exactement. Ouais. Parce que le fonds, en fait, la pire chose qui pourrait se passer pour lui, c'est de faire 10% par an, et là, une année, faire moins 15%. Donc tout son track record serait mis à mal, sa réputation, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment dédié, comme je l'ai expliqué, à une certaine catégorie d'investisseurs, et que quand on a 1 000 € sur son compte, on ne va pas mettre dans du private equity.
ce serait la pire chose à faire. Ok. Mais ouais, en tout cas, de ce qu'on a vu pour le moment, c'est un des coûts rendement risque, un des meilleurs, quoi. Si on accepte effectivement l'immobilisme du capital, alors tu sais, la liquidité, c'est une notion très subjective que je challenge beaucoup avec mes clients. C'est-à-dire que les marchés cotés, on dit toujours que c'est liquide. C'est vrai, mais est-ce que dans la liquidité, tu intègres la notion de valeur de ton capital? Parce que demain, s'il y a une crise financière et que les marchés font moins 30%, tu peux vendre. Tu peux, mais à moins 30%. Ouais. Est-ce que tu vas vouloir vendre à moins 30%? Et puis revenant sur ce qu'on disait par rapport au psychologique, en fait, c'est encore pire parce que ça te donne la possibilité de faire l'erreur de partir trop tôt. Voilà, alors je ne ferai pas l'affront de dire que c'est une qualité du private equity ou de la dette privée de te bloquer, parce que ça n'en est jamais une. En revanche, il faut bien comprendre dans quoi on investit et quel est le temps nécessaire pour que la classe d'actifs donne son potentiel. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les marchés cotés ont l'avantage d'être liquides, mais ils sont beaucoup plus volatiles. Le non coté n'est pas liquide, mais il est beaucoup moins volatile. Parce qu'en fait, l'horizon d'investissement, il est directement prévu par essence par le fonds, et il est calé sur l'horizon nécessaire pour créer la valeur dans l'entreprise. Donc du coup, on est sûr de rester de la phase d'accompagnement à la phase de sortie de l'entreprise. Sur les marchés cotés, c'est soi-même. C'est nous-mêmes qui devons faire le travail. Et la psychologie peut nous jouer des tours, et on peut se retrouver à avoir une performance inférieure à celle du marché, parce qu'on a pris des mauvaises décisions à l'achat ou à la vente. Donc effectivement, c'est une classe d'actifs qui va être assez intéressant pour créer de la discipline, diversifier ses moteurs de performance, et surtout, finalement, pour pas que tout son portefeuille soit sujet à la volatilité, qu'une seulement une partie. Donc on a vu les actions, on a vu le private equity, la dette privée. Ensuite, on va ajouter évidemment l'immobilier, donc un grand classique. Si le client est déjà trop exposé à l'immobilier en direct, on pourrait y revenir. Tu m'en parlais tout à l'heure. On va pas forcément en rajouter. C'est vraiment pour les gens qui ont un patrimoine 100% financier, qui n'ont pas d'immobilier, qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un actif immobilier en direct. Donc ça va être intéressant parce que ça va profiter généralement en période de taux bas, en baisse d'inflation. Ça va être une classe d'actifs qui va bien marcher. C'est une classe d'actifs qui, sur le long terme, soit en versant des revenus, soit via sa valorisation naturelle, va avoir tendance à fonctionner, mais elle va être hyper sensible aux variations de taux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être hyper attentif. C'est pour ça que la résidence principale, c'est le meilleur investissement immobilier, parce qu'on s'en fiche. Hein. Le but, c'est d'être bien chez soi. On va pas regarder quel est le marché, etc., de taux pour acheter ou vendre. Alors qu'un investissement de type, je sais pas, OPCI, SCPI ou foncière cotée, là, pour le coup, on va être vachement corrélé. On entend beaucoup parler de ça, enfin surtout là depuis l'année dernière, notamment des SCPI. Certains ont pris des grosses gamelles. Tu parles de cette, et c'est peut-être intéressant de voir justement le niveau d'impact que ça peut avoir. Tu dis que c'est très sensible au taux. Absolument. Tu peux me donner juste une fourchette, par exemple le taux qui monte de points. Tu vois, quel est l'impact en fait sur la valorisation même de ces. Enfin, juste en moyenne, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça, mais que finalement, si on le compare aux gamelles que pour prendre le marché côté action, finalement, on n'est pas. Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la promesse qu'on a vendue aux investisseurs quand on leur parlait d'immobilier. C'est qu'on leur a pas dit que c'était comme les actions et que ça pouvait faire moins 20%. On leur a dit, c'est bon père de famille, ça se valorise, ça perd jamais de valeur. Quand tu écoutes un Français qui décrit l'immobilier, c'est la pierre, c'est sûr, ça perd jamais de valeur. La réalité est tout autre. On l'a vu là, donc c'est entre 2022 et 2024. Alors surtout entre 2021 et 2022, pardon, les taux d'intérêt sont passés d'un niveau quasi zéro à des niveaux très élevés, puisqu'on est monté à plus de 3%, 3,5% en Europe et plus de 4,5% aux États-Unis. Et donc on a vu effectivement certaines branches de l'immobilier qui étaient très valorisées, notamment l'immobilier de bureau dans les grandes villes, principalement à Paris et la région parisienne, qui ont décroché de plus de 30%. Donc c'est des niveaux de baisse effectivement qui sont similaires à ceux des marchés actions. 30%, ouais, mais c'est vrai que la hausse des taux était quand même exceptionnelle aussi. 3 Absolument. points, quoi. Donc, mais ouais, 30%, c'est énorme, énorme. Et on dit 30% parce que dans une SCPI, il y a beaucoup d'actifs, hein. Donc il y a cette diversification intrinsèque même au véhicule qui devrait normalement amortir. Alors nous, on est de ceux qui pensons que c'est pas parce qu'on empile les mêmes positions sur la même classe d'actifs qu'on va être diversifié en fait. Si tous tes actifs sont corrélés au même marché, aux mêmes éléments macroéconomiques, t'as beau en avoir 1 ou 300, à la fin, le résultat sera quasiment le même. Il faut que tu aies du résidentiel, du bureau, du commercial. Alors en fait, il faut se diversifier à l'intérieur de chaque classe d'actifs. Donc évidemment, la diversification déjà sectorielle et géographique, c'est le b.a.-ba. Donc c'est effectivement jouer sur ces deux leviers, mais également être diversifié sur les classes d'actifs. Parce que si tu mises que sur les actions et les obligations, en 2022, tu fais moins 12%. Les actions, moins 12, moins 13. L'obligation, moins 12, moins 13. Le portefeuille, 60-40, moins 12, moins 13. Tu vois, c'est la même chose. Exactement. En revanche, si tu as pourquoi cette allocation d'actifs elle a été plébiscitée, c'est que depuis 10 ans, on connaît un contexte qui est croissance économique stable et inflation très faible.
Donc du coup, forcément, les actions en profitent et les obligations aussi. Mais quand on est dans un marché où on a de la récession et où on a potentiellement encore de l'inflation, eh ben on se retrouve avec des actions qui sont mises à mal, les obligations qui sont mises à mal en même temps. Et du coup, la diversification ne joue pas son rôle. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu d'amortisseur sur ce cycle-là, quoi, du tout. Quoi. Exactement. Et donc, ce qu'on a observé durant mes recherches, c'est qu'effectivement, les grandes fortunes vont pas chercher à anticiper le prochain cycle économique ou à investir en fonction des 10 dernières années. Elles vont avoir une allocation d'actifs plus ou moins stable, antifragile, macro-résiliente, qui va être diversifiée sur 7 à 8 classes d'actifs. L'idée, c'est de maintenir un niveau de rendement constant dans le temps et surtout une résilience par rapport aux différents scénarios économiques. Donc à ça, on peut ajouter les infrastructures aussi, les infrastructures qui font partie aussi des actifs non cotés. Donc private equity, dette privée, infrastructure. Les infrastructures, ça va être les actifs essentiels de notre quotidien. Donc ça va être tout ce qui va être production d'énergie, transport, réseau de télécommunications. Donc finalement, c'est comme avoir une part d'une autoroute et en percevoir tous les mois les loyers. Et ça va être souvent des infrastructures qui vont être adossées à des gros acteurs et avec des contrats long terme, donc avec des revenus stables sur le long terme, prédictibles et indexés sur l'inflation. Donc ça va vraiment être le stabilisateur du portefeuille et ça va être la classe d'actifs qui va être clairement la plus décorrélée de toutes par rapport au marché coté. Et là, tu rentres en equity, en dette Alors, il y a les deux, effectivement. Il y a l'infrastructure equity et l'infrastructure de dette. Ça va dépendre de l'horizon d'investissement, ça va dépendre du rendement qu'on attend. Forcément, celle en equity va être plus risquée, plus rémunératrice, celle en dette va être plus flexible, moins risquée, moins rémunératrice. Qu'est-ce que ça sert à l'investisseur en fait en termes de rendement L'infrastructure, ça va servir sur le segment dette entre 5% on va dire, et l'infrastructure equity, ça peut monter jusqu'à 6,5-7% sur la stratégie. Ok, non, d'accord. Et pour revenir justement sur les rendements, le SCPI, en moyenne... les SCPI, tu dis? Ouais, là du coup, je change sur le SCPI. C'est quoi les rendements qu'on pourrait... Les parts de SCPI? Ouais. Les parts de SCPI, historiquement, ça paye 4,5%. Okay. Et si on se tourne vers les SCPI de nouvelle génération, qui ont été créés donc, justement après le Covid, où les marchés immobiliers avaient pas mal corrigé et qui ont adopté une approche très opportuniste, là, effectivement, depuis quelques années, on voit des SCPI qui dépassent les 6% de rendement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vraiment des choses qu'on va intégrer que pour les clients qui veulent des compléments de revenus, parce que le problème de l'immobilier, c'est la fiscalité. Et t'as beau toucher 6, si c'est pour payer la moitié en impôts et avoir 3 à la fin, c'est pas forcément intéressant. Ouais, non, complètement. Ouais. Et puis même, j'ai l'impression que t'es avec l'effet de levier sur les SCPI pour avoir Tu peux, mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que le financement des SCPI, c'est pas aussi aisé qu'un actif immobilier lambda. Les conditions sont pas les mêmes. Les conditions donc d'emprunt sont pas les mêmes. Le profil qu'il faut avoir doit être beaucoup plus codifié, scolaire. Faut rentrer dans des cases. Et puis, il faut avoir une situation qui nous permet de nous endetter au stade où on en est. Et parfois, on a des investisseurs qui ont uniquement du capital financier et qui veulent quand même s'exposer à l'immobilier. Donc là, on va aller chercher d'autres solutions, des fonds de private equity immobilier, des clubs deal immobilier, qui eux, par essence, sont déjà leveragés. C'est-à-dire que dans leur structure capitalistique, ils font un petit peu appel à l'effet de levier, ce qui permet indirectement à l'investisseur d'avoir un rendement boosté sans lui-même aller emprunter de l'argent. Sur ce segment-là, d'ailleurs, tu sens pas qu'il y a une offre qui est grossi beaucoup Alors nous, en fait, on s'éloigne beaucoup des solutions très, très retail qui surfent sur des effets de mode. On va plutôt se diriger vers des acteurs institutionnels, donc qui font ça depuis 20 à 30 ans pour des acteurs institutionnels, donc des fonds de pension, des caisses de retraite, ce genre de choses, qui ont un track record éprouvé. Et on va faire très attention effectivement à tous ces nouveaux acteurs. On l'a vu notamment, par exemple, le marché du crowdfunding immobilier a atteint des records de collecte sur les 5 dernières années. Et puis là, il est en train de connaître ses années sombres, justement avec la remontée des taux, la baisse du marché immobilier qui fait que le piège se referme sur les marchands de biens. Donc on fait très attention, on est très sélectif et justement avec les partenaires avec lesquels on travaille pour avoir le moins de questions à se poser par rapport à la résilience, la solidité, à l'expertise des équipes. On préfère vraiment aller sur des acteurs éprouvés et on se concentre vraiment sur la classe d'actifs, ce qu'elle peut apporter aux clients. On est assez rigoureux dans le choix des partenaires. Vous avez été sur du crowdfunding immobilier? Non, pas vraiment, ou de manière extrêmement marginale. En fait, quand on l'a fait, déjà, nous, le cabinet, il a été créé il y a 2 ans, donc on est déjà arrivé où c'était un petit peu chahuté, donc on avait déjà un petit peu ce regard plus strict sur les opérations, et on allait uniquement sur l'hypothèque de premier rang, et sur des opérations avec une création de valeur très lisible, c'est-à-dire généralement pas de permis de construire, pas de la promotion, que de l'achat-revente d'appartements avec peu de travaux, un prix nettement en dessous du marché, sur un marché à forte demande. Mais tu te doutes bien que ces opérations ne sont pas légion, ne courent pas les rues. Donc on en a fait vraiment, je sais même pas si on en a fait 200 000 euros sur les 60 millions d'euros d'actifs qu'on conseille aujourd'hui. Donc c'est très très faible. C'est vrai que ça reste encore un marché d'experts. Enfin, je le vois, moi. Là où tu crées de la valeur sur tes opérations marchandes, c'est justement quand
il y a une problématique assez lourde. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais il y en a beaucoup quand même. C'est compliqué à expliquer forcément. En fait, il faut toujours se poser la question de pourquoi on propose ça. C'est-à-dire qu'une opération de marchand sur une plateforme, c'est parce que la personne n'a pas réussi à se faire financer par une banque. Donc déjà que la banque n'a pas trouvé l'opération peut-être assez viable ou le porteur de projet assez solide, ou que l'investisseur n'a pas lui-même les fonds pour s'autofinancer. Ça, généralement, c'est pas un bon signal. Si c'est un investisseur éprouvé qui a 10 ans d'expérience, il a déjà accumulé un capital qui lui permet de financer ses opérations, et quelqu'un qui accepte de payer une dette à 8, 9, 10%, c'est qu'il est un petit peu dans une situation compliquée. Donc la marge est énorme. Hein, mais Ouais, mais ça, c'est la mauvaise grille de lecture. Parce que pour s'assurer parce que la marge est énorme, il faut vraiment lire le projet, aller faire une analyse détaillée, chose que ne fait pas tout le monde, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de défauts sur le... Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. actifs. Et c'est le problème, en fait, plus, moi, je vois plus du côté retail, justement, du côté on présente quelque chose. Et c'est pareil, les CPI aussi, en fait. Exactement. C'est le narratif que tu présentes aux gens qui n'est pas corrélé, enfin, qui les dédouane en fait d'une réflexion analytique qu'ils devraient avoir et qu'ils n'ont pas parce que tout le monde est un peu fainéant et derrière une attente qui est complètement pas atteinte. Exactement. D'où l'intérêt de bien faire cette phase d'analyse et d'audit qu'on a dit tout à l'heure et de se poser la question de à quoi doit servir mon patrimoine, quel niveau de risque je suis prêt à prendre, quel est mon horizon, et si demain je fais moins 30%, comment je le vis, quoi. Voilà. Après, il va nous rester les obligations. Donc ça va pas être le cœur de nos stratégies parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'être trop investi en cash parce que la seule chose qui est sûre sur le long terme, c'est que toutes les classes actives vont battre le cash sur le long terme. Donc, pourquoi avoir trop de cash? Ça ne sert à rien. Donc, les obligations, ça va vraiment être une petite partie du portefeuille pour des ajustements tactiques. Par exemple, si on veut rentrer en plusieurs fois sur les marchés cotés ou si on veut, on n'est pas à l'aise à l'idée effectivement, de mettre une somme trop importante sur une classe active, on va aller sur les obligations. Si les taux sont intéressants en ce moment, on va en profiter. Pour le faire, on va utiliser deux supports. Soit les fonds obligataires et les ETF obligataires à maturité courte, ça c'est extrêmement important, duration courte, parce qu'ils sont moins sensibles aux variations de taux. Donc comme ça, si les taux étaient amenés à augmenter de manière importante, comme on l'a connu en 2022, ces obligations-là vont très bien résister. Elles ont fait certains ETF ou fonds obligataires ont fait moins 1% par exemple en 2022, ce qui est très faible, et vont quand même donner un rendement satisfaisant quand les taux sont stables. Quand tu dis court, c'est quoi? Alors c'est des maturités entre 1 et 2 ans maximum. Ok. Ouais, même parfois, dans le fond, il va en avoir en dessous de 1 an. Ça, c'est du secondaire. Il n'y a pas d'émission. Si, il y a des émissions. Ouais. Ah, si? Ouais, il y a des émissions. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, ça peut se faire facilement via des ETF chez différents émetteurs. Et aussi les fonds obligataires datés, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'au moins, on a un horizon qui est établi et on sait qu'on n'est pas sensible au taux à l'échéance. On l'est pendant la période de portage, mais pas à l'échéance. Ça permet d'éliminer le risque de taux à échéance. Mais là, on est quand même sur la poche long terme. Donc, ouais, mais sur une petite partie, okay. 5% maximum. D'accord. Ouais. C'est vraiment pour les ajustements tactiques. Et enfin, on va avoir les réserves de valeur. Donc les réserves de valeur, on va en avoir deux, l'or et le Bitcoin. Ces deux classes actives vont vraiment avoir une part très marginale dans les portefeuilles de nos clients. Généralement, au global, c'est 5%. On va généralement mettre 2 à 3% sur l'or et le reste sur le Bitcoin. L'idée, c'est quoi? C'est que ça va préserver de la dévaluation monétaire, des conflits géopolitiques, du climat d'incertitude et de peur qu'il peut y avoir. Généralement, on a une rotation vers l'or. C'est un peu l'assurance de notre patrimoine dans ce contexte. Et le Bitcoin, c'est vraiment le pari technologique sur le long terme. On va jouer sur l'adoption massive, sur la raréfaction de la classe active, la quantité limitée. Et ce dosage très faible va pouvoir apporter de la performance sur le long terme, mais va pas remettre en cause le caractère stable du portefeuille, puisqu'on va vraiment y aller à 2-3% maximum. Parce que sur ces 8, si on est sur 4-5 pour les deux dernières, l'ensemble, le reste ensuite se segmente comment? Enfin, c'est quoi les... Tu veux dire en termes de proportion? De proportion moyenne, quoi. Bien sûr. Donc là, en fait, ce qui est intéressant avec notre méthode, c'est que comme on a identifié les différentes classes d'actifs, quel est leur rendement cible, quel est leur niveau de risque, quelle est leur liquidité, comment elles se comportent par rapport aux 4 grands scénarios économiques, en fait, ça va juste être un dialogue avec le client pour savoir quel pourcentage on alloue à chaque classe d'actifs. Donc, les actions, on va prendre un profil, on va dire, équilibré, qui veut une performance, on va dire, à 6% sur le long terme. On va aller sur les actions à hauteur de 30%, d'actions cotées. On va aller sur du private equity à hauteur de 20%. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est mettre 10% sur la dette privée, donc on arrive à 60%, 10% sur les infrastructures, on arrive à 70%, 10% sur l'immobilier, on arrive à 80%, 10% sur les obligations, et alors on va mettre plutôt 35% sur les actions et les 5% restants sur les réserves de valeur, or et Bitcoin. Et là, on va avoir une classe d'actifs, enfin un portefeuille qui va permettre de viser un rendement entre 6 et 6,5%, qui va être vraiment très diversifié, plusieurs moteurs de performance indépendants, et on cherche pas à prédire le prochain cycle économique. Quoi qu'il arrive, en période d'inflation, on aura des actifs qui vont en tirer parti. En période de
de dépression économique, on va avoir des actifs qui vont être plus résilients. Et à contrario, en période d'hypercroissance, on va avoir les actions et le private equity qui vont jouer le rôle de locomotive sur le portefeuille. Il y en a quand même les autres classes d'actifs qui vont apporter un peu de performance, même si elles n'auront pas besoin de jouer un rôle défensif dans ce contexte. C'est vrai, j'aurais pensé qu'il y avait moins de poids. Enfin, là, tel que tu me le présentes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poids sur les actions et enfin sur les entreprises, quoi, que ce soit actions ou dettes, qui est, à mon sens, quand même pas mal vulnérable sur des cycles. Absolument. Et c'est là que, c'est intéressant que tu dises que ça te permet d'avoir quand même. En fait, c'est assez marrant. L'équilibre, quoi. Tu vois. Ouais, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, par rapport au contexte qui est assez incertain, beaucoup de nos clients nous demandent s'il faut pas procéder des ajustements. Est-ce qu'on ne devrait pas vendre des actions? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre? Mais en fait, il faut toujours revenir à sa motivation de base et ses objectifs. C'est quoi mon envie d'investissement? C'est quoi mon objectif? Si mon objectif, c'est préparer ma retraite et que pour ça, j'ai 15 ans devant moi, pourquoi je vais changer ma stratégie au bout de 3 mois? Parce qu'en fait, ce qui se passe avant cet horizon, finalement, c'est que du bruit. Ça devrait pas conditionner notre stratégie. Et le fait, en fait, justement, d'étaler le portefeuille sur différents moteurs de performance, différentes classes d'actifs, eh bien, ça permet vraiment d'apporter de la sérénité et de pas se dire, finalement, comme on a un cap et qu'on sait quel pourcent doit allouer à chaque classe d'actifs, on n'a pas envie d'en changer. Parce qu'en fait, on a un objectif qui est à atteindre si on respecte cette stratégie. Alors que quand on fait les choses en naviguant à vue, sans réelle stratégie, on va constamment se poser la question, est-ce que je suis dans les bonnes proportions? Est-ce que c'est le moment d'aller sur telle ou telle classe d'actifs? On se met à acheter et vendre en mauvais moment. Et c'est là où finalement, on fait des mauvais choix. Ouais, non, mais j'avais oublié l'élément horizontal qui est. En fait, il faut être très discipliné. Ouais. Et il faut être convaincu que notre stratégie, elle est cohérente avec nos objectifs, avec notre horizon d'investissement, et que la pire chose qu'on peut faire, c'est de changer de stratégie en cours de route. Si on a ce qu'on souhaite à tout le monde, des apports importants qui arrivent, succession, un gros exit, des choses comme ça, on abonde sur cette poche long terme, tout simplement avec la même stratégie, simplement on abonde du capital, donc plus de moyens pour cette stratégie, pour ce capital de travailler. C'est ça l'idée, ou est-ce qu'on le met sur d'autres poches peut-être plus risquées pour que globalement on ait quand même une sorte d'équilibre entre court terme, moyen terme, long terme qui soit toujours respecté? Là, j'ai donné les 8 grandes classes d'actifs, on va dire, traditionnelles sur lesquelles on peut investir. Après, il y a des classes d'actifs un petit peu exotiques, plaisir, sur lesquelles nous, on va pas être force de proposition, parce qu'on considère qu'il faut avoir des vraies convictions personnelles. Parfois, certains clients vont investir dans tel ou tel domaine, je sais pas, les bois, les forêts, les vignes, l'art, les montres, parce qu'ils ont un intérêt pour ça, que ça les passionne, et que si demain ça perd de la valeur, ils auront toujours l'objet, ils auront toujours la possession de cet objet qui leur apportera une autre performance, un plaisir. Et nous, ça c'est pas notre métier. En revanche, si un client nous interroge sur la question, on va le sensibiliser à ça, et s'il veut intégrer une petite part de ça dans son portefeuille, on va lui dire comment il peut le faire, et on va lui dire quelle proportion il faut pas dépasser, et on va bien le prévenir qu'effectivement, il faudra pas voir ça comme un investissement financier, mais vraiment comme un investissement plaisir. Peut-être qu'ils pourront transmettre à leurs enfants ou autres, mais pas avoir avec une grille de lecture financière. Et après, pour répondre à ta question, si on a un patrimoine plus important, donc comme je te l'ai dit, nos clients, ils vont avoir entre 250 000 et 10 millions d'euros à investir. Ce qui va faire la différence entre ces deux extrêmes, c'est finalement le nombre de lignes qu'on va mettre dans son portefeuille et la typologie de fonds sur laquelle on va aller, parce que certains fonds vont avoir des tickets d'entrée plus élevés, certains fonds vont être extrêmement diversifiés, un peu comme des ETF. Certains fonds vont être très spécialisés. Donc, si j'ai un petit budget, je vais prendre 2 fonds très diversifiés. Si j'ai une surface financière très importante, je vais pouvoir combiner peut-être 10 gérants stars dans des verticales bien précises, ce qui me donnera in fine une exposition diversifiée, mais avec une granularité dans mon portefeuille qui va être plus importante. Mais au final, la philosophie de gestion va être exactement la même. On parlait beaucoup là des supports finaux, en fait, des sous-jacents. Mais ça se fait via des fonds, tu l'expliques sur de nombreux supports, c'est via des fonds. Est-ce que il y a des secteurs ou on va dire des supports sur lesquels l'effet d'enveloppe, enfin, on peut investir sur le bon sous-jacent, mais on n'est pas sur la bonne enveloppe. Alors quand je dis enveloppe, ça peut être la société de gestion ou le fonds, la gérance, etc. Et où on peut se planter et où il faut faire justement attention à ça. Oui, totalement. Sur les marchés cotés, je pense que ton audience et toi-même être assez éduqué sur la question. C'est par exemple, est-ce que faire de la gestion active ou faire de la gestion passive et des ETF. Nous, aujourd'hui, on trouve que prendre le risque d'avoir seulement... parce que l'étude Spiva qui nous dit qu'à peu près 90% des fonds du marché n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Dans des termes assez simples, ça veut dire que j'ai 90% de chances d'avoir raison avec un ETF et j'ai 10% de chances d'avoir raison avec un gérant actif, ou j'ai 90% de chances d'avoir tort avec un fonds actif. Moi, je préfère être dans la première catégorie et positionner mes clients sur des ETF
qui leur permet d'avoir une exposition à des milliers de valeurs à l'échelle mondiale avec une diversification naturelle, sectorielle, géographique, un pouvoir auto-nettoyant et sans biais, sans biais de sélection. Donc ça, c'est une erreur, effectivement, un écueil qu'on évite à nos clients, c'est d'avoir à choisir entre tel ou tel gérant. On fait confiance au marché, à son tri naturel qui va se faire, à la diversification. On va utiliser des ETF. Après, justement, des choses qu'on a déjà évoquées, mais sur lesquelles on peut revenir, sur le marché obligataire, en fait, la typologie d'obligation qu'on va prendre, est-ce que c'est de l'investment grade, est-ce que c'est du high yield, et surtout la duration de l'obligation. Donc, est-ce que l'horizon qui reste de portage à l'obligation, il est court, il est moyen ou il est long, ça peut avoir un impact énorme sur le couple rendement-risque. C'est-à-dire qu'on va avoir des obligations avec une duration longue qui va être beaucoup plus volatile que des obligations avec des durations courtes. Et donc ça, si on n'a pas soi-même l'expertise ou on n'est pas capable d'analyser, on va juste voir c'est un fonds obligataire, on se dit tiens, c'est noté 2 sur 7 l'échelle de risque, je le prends. En fait, finalement, on va se retrouver en 2022 à faire moins 13%, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. Et après, sur le non-coté, c'est finalement se ruer sur des produits qui ont un marketing bien léché, qui se vendent très bien, mais qui ne sont pas des spécialistes de la classe active, qui ont été créés il y a peu de temps, qui n'ont pas des équipes de gestion stables, qui n'ont pas un track record éprouvé, et où finalement, on va acheter un petit peu la plaquette marketing, le storytelling, et où derrière, on n'aura pas du tout le couple rendement-risque de la classe active. Sur les assurances vie luxembourgeoises ou les ETF, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une exagération sur ce que ça peut donner. Ouais. Sur les ETF, tu dis aussi. Alors sur les ETF, je précise ce que je voulais dire. C'est sur les ETF, j'ai l'impression qu'il y a une effervescence d'offres qui fait que l'effet vertueux des ETF au démarrage de ce mécanisme était bon, était indiciel. Mais je parle des ETF thématiques et des ETF un peu actifs. Ouais, bien sûr. Surtout que maintenant, ça incorpore beaucoup plus de risques que n'y a écrit sur le papier. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, non, les ETF, effectivement, il faut rester dans cette philosophie qui est de dire on est sur des actions avec une gestion qui est confiée au marché, à l'intelligence collective des investisseurs, la diversification sectorielle et géographique la plus large possible, alors que certains ETF sectoriels vont nous promettre de parier sur, je sais pas, l'essor de la robotique, l'essor de la défense, alors qu'en fait, généralement, ces entreprises-là, elles sont déjà survalorisées parce que le contexte est propice à ces entreprises, et les ETF sont émis pile poil quand c'est l'effet de mode, on va se ruer dessus, et puis finalement, on n'aura pas du tout la promesse qui sera délivrée derrière. Et puis, la plupart du temps, ces mêmes entreprises peuvent être déjà inclus dans les indices géographiques, donc on est déjà exposé à ces entreprises, et donc si on les achète, on va avoir un effet de chevauchement, d'overlap, et on va être moins diversifié. Et sur l'assurance vie luxembourgeoise, c'était un peu critique aussi parce que Je suis pas critique parce que c'est une enveloppe qui représente l'essentiel des actifs que l'on gère. Pour moi, l'assurance vie luxembourgeoise, ça va vraiment être le couteau suisse, l'architecture. Ça va vraiment permettre de créer une architecture patrimoniale sur mesure. En fait, l'assurance vie luxembourgeoise, oui, effectivement, il y a beaucoup de trop communication autour de son caractère protecteur. Parce qu'en fait, l'assurance vie française n'en est pas moins protectrice puisqu'il y en a quand même une séparation des actifs des clients avec une banque à côté. On a quand même des compagnies qui sont gérées en bon père de famille avec des ratios de solvabilité, de fonds propres qui sont assez forts en France. Par contre, c'est vrai que le contrat d'assurance vie luxembourgeois, là où il va vraiment tirer son épingle du jeu, c'est sur les supports qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. C'est vraiment sur ça qu'on met l'accent. Une assurance vie française, ça va être un contrat prêt à porter, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste de supports qui va être imposée par la compagnie. Donc pour les mauvais contrats bancaires, ça va être 20 supports. Pour les contrats intermédiaires de banque privée ou de CGP, ça va être 500 supports. Et pour les contrats qu'on peut trouver en ligne sur des acteurs qui sont de qualité, on va trouver jusqu'à 1000 supports, un peu plus même. L'idée, c'est qu'on va quand même être limité par rapport à cette liste de supports. Notamment sur les actifs non cotés, sur le private equity et la dette privée, on va retrouver des produits grand public, très chargés en frais, qui ont été créés spécialement pour le marché des particuliers. Et c'est là où est le piège, c'est qu'on va aller acheter la promesse marketing, mais avec des niveaux de frais qui vont gommer tout l'intérêt de l'actif. Sur l'assurance vie luxembourgeoise, l'intérêt, c'est qu'on peut intégrer sur mesure, donc ça je disais prêt à porter sur mesure, n'importe quel actif à sa demande. Donc on peut intégrer un fonds du moment qu'il a un code ISIN, une documentation en bonne et due forme. On peut demander à l'assureur de le référencer, ce qui permet à nos clients d'investir sur certains ETF qui ne sont pas référencés dans les assurances vie, ce qui leur permet d'investir sur des parts institutionnelles et clean share de fonds de private equity, de dette privée, d'infrastructures, tels que j'en parlais tout à l'heure, d'investir depuis plusieurs mois déjà sur des produits qui répliquent le cours des cryptoactifs. Et c'est ça qui va vraiment donner le côté sur mesure. Et on va avoir un outil qui pourra nous accompagner toute notre vie. Et on ne sera pas obligé de switcher de contrat en contrat en fonction de l'ampleur de son patrimoine et ses besoins de diversification. On a quelque chose qui est déjà prêt à accueillir de nouveaux supports. C'est vraiment ça pour nous l'intérêt du contrat luxembourgeois, même s'il y en a d'autres par ailleurs. Et surtout, un autre intérêt majeur,
que je place au premier plan aussi, au même titre que les supports, c'est la structure de frais. C'est-à-dire que nous, ça nous permet d'être rémunérés par nos clients sur un modèle transparent, sans commission, donc similaire à une facturation d'honoraires, alors que sur un contrat français, on va être sur le modèle de la rétrocession de commission. Donc on va avoir des commissions qui sont pas toujours transparentes, qui sont un petit peu opaques, et aussi assez importantes, qui vont grever la performance du client et qui vont pas créer un climat de confiance. Nous, ça c'est quelque chose. Tu peux pas y échapper, toi. Sur un contrat français, tu peux pas y échapper. Il y a un contrat sur le marché qui existe, mais il est trop peu répandu, trop peu. La compagnie d'assurance qui le propose ne fait pas les efforts nécessaires pour y intégrer assez de sous-jacents à l'intérieur parce que les CGP ne veulent pas le proposer à leurs clients. Tu vois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Sur les contrats luxembourgeois, qui est-ce qui les propose? C'est les CGP haut de gamme, donc qui ont une clientèle sophistiquée, les family office et les cellules gestion de fortune des banques privées. Donc forcément, on a une clientèle avertie, exigeante, qui veut pas payer des commissions et qui veut quelque chose de parfaitement transparent, clair et surtout taillé pour ses besoins. Est-ce qu'il y a... peut-être on terminera peut-être là-dessus la conversation. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais à te proposer de discuter, c'était sur la partie les outils et les différences qu'il peut y avoir entre les fortunes, les hautes fortunes, enfin, tu vois, votre clientèle, en tout cas, les gens peut-être un peu plus fortunés que les lambda, et le commun des mortels. Et il y a un peu cette perception que cette clientèle-là a peut-être accès à des outils qui sont peut-être plus performants ou plus créatifs, plus intéressants que le commun des mortels. Je pense, tu vois, des trucs type nantissement ou tu vois, Crédit Lombard ou autre. Alors, peut-être pas ces deux-là d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des choses que cette clientèle a à sa disposition et qu'il n'y a pas le commun des mortels, ou est-ce que c'est juste un mythe finalement? Alors, c'est les deux. Nous, déjà, c'était notre volonté justement de créer un entre-deux entre, comme je l'ai expliqué, les clients qui ont une fortune intermédiaire et qui ne trouvent pas ces choses dans les banques privées et qui ne sont pas assez bankable pour intéresser les family office qui peuvent leur donner accès à ces genres de choses. Maintenant, il faut aussi prendre du recul et se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, quoi? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, je vois, qui vont être surexposées à l'assurance vie, mais en fait, qui n'ont pas d'enfants et pas de problématique de transmission. Pourquoi faire de l'assurance vie dans ce cas-là? Pourquoi ne pas vous diriger sur le PEA, sur le compte titre, ou peut-être même sur le contrat de capitalisation qui peut avoir des vertus beaucoup plus intéressantes dans ce cas-là? Donc déjà, avant de poser la question de quels sont les outils sophistiqués des grandes fortunes, etc., il faut se poser la question de ce que j'en ai besoin, parce que si c'est contre-productif et que ça rajoute de la complexité, là, on n'est clairement pas dans quelque chose d'optimal. Bon, maintenant, pour te répondre, quelque chose auquel, effectivement, les patrimoines un peu plus fortunés ont accès. Donc, dès 250 000 €, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Et ça leur donne directement accès, justement, à ces fameux fonds institutionnels. C'est-à-dire, en fait, des fonds avec des frais plus bas, une qualité d'investissement qui est meilleure et des performances historiques qui sont largement supérieures à celles des solutions grand public. Donc, dans le private equity, la dette privée, les infrastructures, les meilleurs gérants, en fait, ils jouent à guichet fermé. Ils n'ont pas besoin des assureurs vie français. Ils n'ont pas besoin de créer des produits dédiés au grand public qui sont bourrés de frais pour intéresser, pour collecter et alimenter leurs investissements. Ils ont déjà des clients historiques qui mettent chaque année des milliards, ce qui permet d'alimenter ces fonds. Et ça se fait aussi principalement via l'assurance vie luxembourgeoise. Donc ça, c'est un premier point, c'est effectivement des fonds institutionnels. Le deuxième point, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être effectivement, t'en parler, le Crédit Lombard. Le Crédit Lombard, en fait, c'est la possibilité de créer du revenu, de la liquidité sur ses actifs sans avoir besoin de les vendre. Donc ça va être un effet de levier, tout comme on l'aurait sur de l'immobilier locatif. Donc le principe, c'est qu'on va payer trimestriellement des intérêts, généralement, et on va avoir le capital qui va être à rembourser uniquement à échéance. Et ce qui est marrant, c'est que cette échéance n'a pas de terme dans le contrat. Ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans, ou même à sa propre mort. C'est-à-dire que du moment que les actifs qui sont déposés auprès de la banque sont suffisants pour couvrir le ratio de couverture qui a été défini, généralement c'est 70%, et ben en fait, on peut disposer des sommes comme on veut et la banque se remboursera le moment venu. Ça peut être intéressant pour plusieurs objectifs. Si je veux accroître ma surface financière, je sais pas, j'ai 500 000 €, en fait j'aimerais bien investir 700 000 €, je vais emprunter 200 000 et je vais les réinvestir à l'intérieur du contrat sur les actions. Ça c'est intéressant. Par contre, deux warnings, il faut tenir son cap, c'est-à-dire qu'il faut tenir l'horizon d'investissement des actions. S'il y a de la volatilité et que le portefeuille baisse, il faut être assez discipliné pour pas vendre, sinon on pourrait acter une moins-value et pouvoir même pas rembourser le crédit. Et deuxièmement, il faut que le rendement du portefeuille soit supérieur à celui du coût du crédit. Parce que si c'est pour emprunter et payer plus cher d'intérêt que ce que nous rapporte le capital, c'est pas intéressant. Ouais. Donc ça, c'est effectivement un outil qui peut être très puissant s'il est bien utilisé, mais il faut effectivement être assez discipliné, bien comprendre pourquoi on fait ça, et aussi il faut pas oublier qu'il faudra rembourser derrière. C'est quoi le contexte le plus favorable pour ce type de configuration? C'est quand les taux sont bas. Parce qu'en fait, quand les taux sont bas, le coût du Crédit Lombard va être faible, et en même temps, quand les taux sont bas, ça veut dire qu'on est en période d'inflation basse, voire de déflation, et du coup, les classes d'actifs risquées vont avoir le vent en poupe. Parce
que les actions, qu'elles soient cotées ou non cotées, vont profiter de la stabilité des prix parce que les ménages vont avoir un pouvoir d'achat élevé, donc ils vont consommer. Et ils vont avoir un pouvoir d'achat qui se maintient, donc ils vont consommer, ils vont pas avoir raison de thésauriser. Et deuxièmement, les sociétés qui n'ont pas de pression sur leurs marges vont pouvoir maintenir les mêmes niveaux de bénéfices et de chiffre d'affaires sans augmenter leur prix, ce qui permet justement d'avoir un contexte qui va porter la variation des actifs risqués, et en même temps, le coût du crédit va être faible. Et les types d'actifs ou les types de configuration, même d'utilisation, d'usage des prêts lombards, tu disais par exemple, si tu veux que tu as 500 de capital, tu as besoin de 700 pour une acquisition. Est-ce que, tu vois, pour pas non plus que ça soit des poupées russes, tu vois, que tu prennes du crédit et du risque un peu partout, typiquement, c'est pour assembler de l'argent sur un actif sûr au final, derrière ou... Non, en fait, c'est plutôt pour se dire, aujourd'hui, moi, j'ai un certain capital à ma disposition. Je sais que si je le garde investi pendant 20 ans, il aura une valeur supérieure, il se sera préservé de l'inflation et il aura profité de la croissance économique mondiale. Mais j'ai besoin d'un complément de revenu en même temps. Donc c'est soit je vends mon capital tous les mois et je détruis du patrimoine, je décapitalise, ou alors je le place, je laisse travailler et j'emprunte une somme d'argent qui me permet de financer mon train de vie. Ça, c'est une configuration qu'on va rencontrer souvent. D'accord. On va transformer un capital pour le valoriser sur le long terme en revenu via le levier du crédit. Ok. Ouais, mais il faut effectivement avoir un sous-jacent qui performe vraiment bien et effectivement, ouais, en face, quoi. Généralement, on va le faire sur des actions. Ouais. Et les taux, c'est corrélé, le taux d'endettement là-dessus, c'est corrélé. Alors, il n'y a pas de notion de taux d'endettement, puisqu'en fait, la banque va se rembourser uniquement sur la valeur de l'actif qui est pris en garantie. Aujourd'hui, on regarde beaucoup le taux d'endettement parce qu'en fait, si tu n'es pas capable de rembourser ton emprunt, c'est sur ton patrimoine, c'est sur toi que la banque va se rembourser. Elle va venir chercher ta maison et elle va te demander de rembourser, d'étaler la dette. Sur un crédit lombard, le capital, il est là. Donc, si jamais tu n'es pas en mesure de rembourser, ou que la valeur de ton portefeuille baisse à un niveau qui est trop risqué pour que la banque accepte de laisser le crédit courir, elle va vendre ton portefeuille. Liquidation. Exactement. Ok. Ah, c'est passionnant. Non, c'est intéressant. Bah, écoute, on pourrait parler des heures comme ça là-dessus. Je pense que on voit que tu as vraiment une approche vraiment terrain et que tu as fait face à beaucoup de ces problématiques en direct avec tes clients. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a des sources, peut-être des références que tu pourrais indiquer aux gens pour qu'ils veulent aller plus loin, creuser un peu plus loin dans ce qu'on vient de discuter aujourd'hui? Waouh, écoute, je sais pas, ça dépend des domaines. S'ils veulent approfondir sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux, ça va vraiment dépendre des domaines. C'est un domaine qui est très vaste. Moi-même, j'en apprends tous les jours, donc c'est difficile de te donner une réponse là-dessus. Après, je sais pas, par exemple, si tu veux, pour conclure, on peut peut-être parler de certaines grandes erreurs qu'on rencontre souvent chez les particuliers. Enfin, des choses plus actionnables. Parce que, bon, effectivement, les sources d'information, ça dépend des goûts, des couleurs. Il y en a qui préfèrent les vidéos, les podcasts, les sites internet. Ouais, c'est sûr. Et puis, on est un peu noyé dans des informations, c'est ça. Mais l'idée, c'était plus s'il y a des sortes de bibles ou de cadres de référence qui sont intéressants sur la diversification notamment, parce que c'était un peu le sujet de la conversation. Ouais, si tu veux déjà apprendre à bâtir une allocation d'actifs diversifiée et résiliente via les marchés, moi je conseille les livres d'Edouard Petit, Épargnant 3.0 et Construire et piloter un portefeuille d'ETF. C'est vraiment par là que je commencerai pour me créer une culture financière un petit peu loin des promesses marketing et revenir aux fondamentaux et voir comment l'économie s'est comportée sur les dernières décennies et comment on peut investir par rapport à ça. Il y a des trucs qu'on a oubliés du coup sur les erreurs, des trucs que tu trouves ça vraiment important. Ouais, les erreurs, moi j'en rencontre 3 principales en réalité et qui coûtent très cher. La première, c'est les frais. Je sais pas si c'est un sujet que tu as beaucoup abordé dans tes podcasts. En fait, les gens vont se dire que payer 3% de frais par rapport à, je sais pas, un placement qui coûterait 1% de frais, c'est que 2% de surcoût. Mais la réalité, c'est que ça se traduit par des centaines de milliers d'euros de manque à gagner sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on paye des frais chaque année. Et comme notre patrimoine se valorise, ces frais se calculent sur une assiette de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, le surcoût n'est pas seulement de 2%, dans l'exemple que j'ai pris, il va être de 2% sur la valeur du capital revalorisé chaque année. Donc en fait, c'est les intérêts composés, mais en votre défaveur, en faveur de votre conseiller, en faveur de la banque. Donc être très vigilant aux frais. Nous, en général, notre ticket d'entrée qui est à 250 000 euros, quand on fait la simulation de qu'est-ce que coûterait l'accompagnement ou qu'est-ce que coûte actuellement l'accompagnement d'une banque privée ou d'un CGP à un client qui va sur des fonds actifs, etc., qui n'utilise pas d'ETF, c'est généralement autour de 260 000 euros le surcoût. Donc il paye les frais, mais il paye également le coût d'opportunité que cet argent qui a été mis en frais n'a pas travaillé. C'est ça qui fait très mal.
Donc ça, c'est effectivement une erreur que je vois souvent. Et comme il n'y a rien de plus sûr que les frais qu'on paye, autant agir sur les frais. Comme ça, on se garantit une économie et un gain. Et après, effectivement, on peut commencer à parler des différents placements et de leurs objectifs de performance. Exactement. Parce que la performance nette, au final, c'est ta performance brute, moins tes frais, moins ta fiscalité. Vraiment, le levier le plus simple à activer, c'est les frais. C'est le seul sur lequel tu as du contrôle. Du contrôle, complètement. C'est intéressant. Ouais. Après, comme autre erreur que je vois souvent, très souvent, c'est l'excès de cash aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus sûr. S'il y a rien de plus sûr, c'est que le cash sous-performera toutes les autres classes d'actifs. Et les gens pensent être investis, par exemple, je sais pas, quand ils ont 30% de leur capital en bourse, qui travaillent à 8% par an, par exemple, ils se disent j'ai un portefeuille qui fait 8%. Mais à côté de ça, ils ont 70% en cash, qui travaillent à 2%. Donc quand en fait on fait le ratio, donc 30% qui travaillent à 8, ça fait 2,4, et 70% qui travaillent à 2, ça fait 1,4, donc ils ont un patrimoine qui travaille à 3,8%. Qui prennent les risques de la bourse sur une partie du capital, mais ils ont le rendement d'un produit obligataire. Donc c'est assez contre-intuitif finalement. Et donc la question, c'est effectivement, c'est pas est-ce que je dois investir, c'est comment je dois investir. Et donc c'est vraiment ce principe justement d'allocation d'actifs sur les différents supports qui nous permet de bien dormir la nuit, d'être confiant par rapport à tous les scénarios économiques, mais d'avoir quand même un patrimoine qui se valorise au-delà de l'inflation. Ouais. C'est hyper important. Ça peut être vraiment contre-productif par rapport à ce qu'on veut faire au départ. Exactement. Et surtout, l'erreur que je vois beaucoup chez nos clients, c'est qu'ils ont un patrimoine qui est beaucoup trop concentré en immobilier. L'immobilier, c'est bien. Moi-même, j'ai beaucoup d'actifs immobiliers, donc je ne vais pas dire que c'est pas un bon investissement, mais uniquement si on met de l'effet de levier. Ouais. Et arrivé à un certain âge, quand on a 50 ans, 60 ans, généralement, on a remboursé tous ses prêts. Donc, on a justement uniquement le rendement de l'immobilier intrinsèque. Ça va être 4,5-5% brut quand on va déduire la fiscalité sur les loyers, donc impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxes foncières, l'impôt sur la fortune éventuellement. Il va nous rester peut-être 2% net. Et pour 2% net, on va devoir payer des charges de copropriété, on va devoir gérer potentiellement des locataires, peut-être rénover l'appartement tous les 10 ans, ça vaut pas le coup. Ouais. Je peux mettre l'argent sur un fonds en euros, avoir de la liquidité, zéro risque, avoir le même rendement. Donc nous, ce qu'on conseille souvent à nos clients, c'est de financiariser leur patrimoine arrivé à un certain âge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est plus en phase de création de patrimoine et qu'on n'a plus d'effet de levier, le patrimoine constitué, c'est une bonne nouvelle. On a plusieurs millions d'euros en immobilier. On le vend, quitte à acheter de l'immobilier sous forme de SCPI, si ça nous chante, parce que du coup, on a toujours cet aspect revenu. On a également la possibilité de faire des montages en démembrement de propriété ou aller sur des SCPI européennes qui vont avoir une fiscalité qui est plus faible. Ou alors, on va aller sur des actifs financiers tels que j'ai décrit tout à l'heure pour permettre au patrimoine de se valoriser, mais surtout d'être transmis dans les meilleures conditions. Parce que quand tu as plusieurs millions d'euros d'immobilier, qu'est-ce qui se passe? Tu as une succession qui va être un véritable bain de sang fiscal, puisque tu vas avoir des héritiers qui n'auront pas la liquidité pour payer les droits de succession. Ces droits de succession vont être tellement élevés qu'ils vont être obligés de vendre les actifs immobiliers. Et au final, les actifs immobiliers que les parents ont construits, ils vont disparaître en même temps que leur succession. Alors que le but, c'était de les garder, en fait. Ouais. Et si on n'a pas prévu ça, qu'on n'a pas fait de transmission, il y a des créations de sociétés civiles, de la donation, ou qu'on n'a pas vendu au bon moment pour redéployer sur des enveloppes plus adaptées, finalement, ce patrimoine, il va partir en fumée, quoi. On transmet un problème, quoi. Exactement. Je comprends maintenant pourquoi tu semblais avoir une dent contre l'immobilier. Je vois ta En fait, l'immobilier, pour dire les choses très simplement, c'est le meilleur actif quand vous êtes dans votre... vous travaillez en fait et que vous êtes dans cette phase de construction de patrimoine. Il faut acheter sa résidence principale. Il faut faire l'effort d'acheter au moins un bien locatif pour se créer un patrimoine, un complément de revenu pour la retraite, puisque cette retraite ne fait que s'effriter et le nombre de pensionnaires par rapport au nombre de cotisants se déséquilibre de plus en plus. Mais en revanche, à partir d'un certain âge, quand le rendement de cet actif devient trop faible ou que ça devient un fardeau pour votre succession future, si c'est ce qui vous préoccupe, vendez-le. Votre patrimoine, il n'est pas éternel, il peut bouger, votre stratégie peut changer. Donc ça va servir aux intérêts un certain temps, mais peut-être que ça va devenir contre-productif un certain temps. Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase où c'est intéressant pour moi d'avoir beaucoup d'immobilier, puisque j'ai emprunté, d'autres de mes clients aussi. Mais je sais qu'à partir d'un certain âge, je vais vendre mon immobilier et je vais le mettre sur des actifs qui sont plus en phase avec mes objectifs à ce moment-là. Demain, si je gagnais des millions d'euros, je ne mettrais pas 1 euro dans la pierre. Par contre, j'irai voir la banque, emprunter de l'argent, acheter de l'immobilier et mon capital, je le placerai différemment. Ouais, c'est utilisé, parce que l'immobilier, c'est tellement vaste, en fait, il y a énormément de sous-niches dedans. Et c'est vrai que l'utiliser de cette manière-là, juste en placement pour le rendement pur sur les loyers, c'est une hérésie, sans effet de levier, sans création de valeur avec d'autres types. Le problème, c'est clairement la fiscalité qui mange tous les efforts qu'on va injecter dans l'investissement, dans l'opération, quoi. Puis c'est pas passif, quoi. Ouais, je comprends.
Merci beaucoup Camille. Où est-ce qu'on peut Merci. te retrouver pour les gens qui veulent rentrer en contact avec toi? C'est quoi Alors moi, c'est principalement LinkedIn. C'est Oui. là où je suis le plus actif, où je poste un petit peu de contenu. Donc voilà, vous pouvez me contacter à tout moment. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent découvrir notre approche, il y a notre site internet thewellsoffice.co. C'est pas .com, .co. thewellsoffice.co. Yes, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Si tu es encore là à ce stade, c'est que cet épisode t'a plu et je te remercie pour ton intérêt. N'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rien rater des prochains épisodes, des prochaines belles conversations que je te prépare également. Merci à toi et à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!